Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Galit Kenan et j'ai la chance de diriger le Jane Goodall Institute. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour une soirée exceptionnelle, puisque nous recevons les trois lauréates, puisque ce sont toutes des femmes, du prix du jeune chercheur du Jane Goodall Institute. Nous avions un jury extrêmement d'experts et complémentaires qui a fait le choix ainsi, ce soir, de pouvoir mettre à l'honneur trois chercheuses sur la relation homme-animal. Pour vous présenter leur projet et pour pouvoir nous en parler plus, nous aurons avec nous pour commencer la soirée Marianne Canto, qui, Laura et Sally, des talentueuses étudiantes de l'ESCP qui nous ont accompagnés sur ce prix du jeune chercheur, à la fois pour aider à son organisation jusqu'à sa participation et enfin sa diffusion. Et bien entendu, Jean-François Courreau, président de Fonalfort, nous fera la conclusion. Je vous laisse entre de bonnes mains. Bon, bienvenue tout le monde. On a organisé cette conférence pour vous présenter les lauréats du prix des jeunes chercheurs. Et là, je vais vous introduire un peu l'Institut. Donc, le Jane Goodall Institute, c'est une organisation mondiale qui promeut la vision et le travail de Jane Goodall. Et ça concentre sur des programmes environnementaux et humanitaires. Et l'Institut veut promouvoir le bien-être des personnes, des animaux et l'environnement. Et le prix des jeunes chercheurs, il a été créé pour reconnaître à aider des jeunes chercheurs qui font une contribution importante dans les domaines de l'éthologie, la conservation, la biologie, le droit et des disciplines similaires. Et la récompense a été est ouverte aux étudiants diplômés, aux chercheurs postdoctorats et aux scientifiques en début de leur carrière. Le prix comprend une subvention de recherche pour aider au projet. Et les trois lauréats du prix cette année sont Agathe Gaffard, Alice Ouvrier et Nathalie Sanero. Et je vais laisser Laura de continuer. Oui, bonjour à tous. J'aimerais vous présenter Alice, la première lauréate de ce concours. Alice est originaire de Haute-Savoie. Elle est doctorante en géographie de l'environnement à l'université Jean Jaurès au sein du laboratoire de géographie de l'environnement. Depuis 2020, elle mène un projet de recherche sur la coexistence entre le pastoralisme et les ours bruns dans les Pyrénées françaises avec une méthodologie diversifiée incluant des observations et des entretiens semi-directifs et un réseau de 119 pièges photographiques qui sont non invasifs. Alice combine l'écologie, la géographie et l'ethnographie pour explorer les interactions spécifiques entre humains et non humains sur les estives d'altitude. Ces travaux soulignent la nécessité de comprendre les dynamiques locales spécifiques au-delà des généralisations. Elle a découvert que la présence des ours est plus fréquente et plus répandue que ce que les éleveurs estiment. Et ces recherches ont révélé des interactions inédites entre ours, brebis et chiens de protection. Ces recherches visent à promouvoir une coexistence fondée sur la reconnaissance de la diversité des situations locales en mettant en lumière les histoires multispécifiques, uniques, écrites par des individus sur le terrain. Alice souhaite utiliser les résultats de ses recherches pour sensibiliser le grand public et de faire notamment une potentielle exposition photographique mettant en lumière le partage des estives par une diversité d'espèces sauvages et domestiques. Elle a été reconnue pour son autonomie, sa rigueur et sa ténacité. Elle espère que ces recherches contribueront à une meilleure compréhension et à la gestion des relations entre humains et grands prédateurs, notamment les ours, dans les Pyrénées françaises. Je laisse Alice expliquer sa recherche. Eh ben, merci beaucoup Laura, déjà, très bonne présentation. Pour vous présenter ma recherche, je vais commencer par partager mon écran. Hop, et je vous laisse me dire si vous voyez bien ce que je partage. Hop, on va mettre le mode présentation. C'est bon. Hop, là tout va bien, ouais? C'est bon, on voit. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, merci à l'Institut du Jane Goodall Institut de France pour m'avoir décerné ce prix que je reçois avec beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de l'Institut et au jury, déjà, pour commencer. Et donc, comme Laura l'a bien introduit, je m'intéresse à la relation entre le pastoralisme et les ours dans les Pyrénées et dans les Pyrénées françaises. Et je suis inscrite en thèse de doctorat en géographie.
Donc, je vais vous expliquer tout d'abord un peu le contexte de cette recherche, au cas où vous ne seriez pas très familier avec le contexte de l'ours dans les Pyrénées. Donc en fait, l'ours brun, il est présent un peu partout en Europe, où il est peu concerné au niveau de la conservation. Donc il y a des populations qui vont très bien, notamment au nord de l'Europe et à l'est de l'Europe. En revanche, en France, l'ours brun, il est encore écrit sur la liste rouge des mammifères protégés et à conserver en France, puisqu'il est en danger critique d'extinction. Donc voilà, les populations d'ours ont beaucoup décliné dans les Pyrénées françaises et espagnoles au cours du XXe siècle, jusqu'à un stade assez critique où il n'y avait plus que 5 individus dans les années 90. Et s'en est donc suivi tout un programme de réintroduction qui a commencé en 96. Donc couramment on parle de réintroduction, mais en fait c'est plutôt des translocations d'individus depuis la Slovénie jusqu'en France, puisqu'en fait la population n'avait pas disparu. Donc c'est plutôt un renforcement de la population qu'une réintroduction. Donc voilà un petit peu pour le contexte au niveau de l'ours. Par contre, les Pyrénées, donc c'est un massif montagneux au sud-ouest de la France, et partagé avec l'Espagne. Dans les Pyrénées, en fait, il y a une longue tradition de transhumance avec des troupeaux ovins. Et le problème, c'est que les ours peuvent prédater, donc attaquer des brebis pour les consommer en partie. Et donc, on a vu naître à partir des années 90 un fort conflit autour de l'ours. Ce conflit, il a été largement médiatisé, il l'est encore jusqu'à aujourd'hui, et on a tendance à polariser un peu les débats avec un côté plutôt anti-ours et un côté pro-ours. Donc voilà, ensuite chaque partie est devenue un petit peu politisée, et voilà, donc c'est quelque chose qui est très palpable dès qu'on rentre dans les Pyrénées, par exemple avec ces inscriptions sur les routes non aux ours qu'on peut régulièrement voir. Et le problème de ce conflit, c'est qu'il est néfaste tant pour les humains, en particulier les humains qui sont en relation avec les ours directement, donc les éleveurs et les bergers, puisque voilà, ils sont donc touchés par des prédations qui peuvent être importantes. Et il peut aussi être néfaste pour les ours, avec parfois, donc c'est rare encore, mais la destruction illégale d'espèces. Donc j'ai oublié de vous dire à la diapo juste précédente, mais aujourd'hui, on est quand même à une population d'ours de minimum 83 individus. Donc la population, elle connaît une croissance exponentielle. Par contre, au niveau génétique, la population reste menacée. Voilà pour le contexte. Et dans mon cas, dans mon projet de recherche, donc qui est une thèse encadrée par Rupert Vimal et Sylvie Guilherme, je m'intéresse à la relation qu'ont les humains avec le sauvage, entre guillemets bien sûr. Et donc l'ours est un cas d'école parfait pour étudier cette relation, justement parce qu'il y a ce conflit qui existe, en tout cas au niveau du pastoralisme, et aussi parce qu'on peut étudier son retour dans les Pyrénées, et donc comment est-ce qu'il chamboule un peu les relations qui étaient préexistantes. Donc le point commun à toute ma recherche, c'est une originalité, on va dire, enfin on en parlait beaucoup, mais c'est une échelle micro-locale, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur 3 terrains d'études. Et donc, ces terrains d'études, c'est des unités pastorales qui s'appellent estives. Donc, en fait, c'est comme des pâturages où les éleveurs se regroupent en groupements pastoraux pour transhumer l'été. Donc, c'est-à-dire qu'ils regroupent toutes leurs brebis pour en faire un gros troupeau qu'ils emmènent en montagne, donc sur ce qu'on appelle les estives, et ils vont embaucher un berger ou plusieurs bergers pour garder ce troupeau pendant l'été. Et sinon, le reste de l'année, les brebis sont chez les éleveurs, donc en plaine. Et ensuite, par cette entrée-là, donc qui est une entrée géographique et qui est même ce qu'on appelle dans un nouveau courant de la géographie qui s'appelle la géographie animale, moi je me suis focalisée sur encore 3 sous-approches. La première, c'est celle de trajectoire. Je vais les détailler plus en détail, je vais les détailler juste après, donc on va revenir dessus. Mais voilà, une première approche sur les trajectoires, une seconde approche qui est sur le spatial et le temporel, et une troisième approche qu'on va qualifier de sensible. Je vais vous les expliquer un petit peu plus. Alors, pour la première approche, donc c'est les trajectoires. En fait, là, on va justement s'intéresser sur une échelle temporelle qui prend en compte le retour des ours sur les estives étudiées jusqu'à aujourd'hui, pour voir un peu justement qu'est-ce qui a changé depuis que les ours sont revenus sur ces estives-là. Donc, sur les 3 estives que j'ai étudiées, donc Baresté, Ourdouas et Ariou, les ours ont fait leur retour dans les années 2000 à 2005, ça dépend des estives, donc un peu après les premières translocations d'individus. Pour cette première approche de trajectoire, le but ça a été de mener comme une sorte d'enquête assez complète
sur qu'est-ce qui s'était passé sur ces estives depuis que les ours étaient revenus. Donc, en fait, on a combiné plein de sources de données différentes. Il y a eu donc une première enquête qui est basée sur des entretiens semi-directifs et de l'observation participante auprès des éleveurs et des bergers, avec une grille d'analyse et compagnie pour pouvoir avoir des informations sur eux, qu'est-ce qu'ils ont à témoigner de ce qui s'est passé. Et ensuite, on a couplé le plus possible de données sur les ours, donc les données de prédation qui sont conservées par l'État et les données d'indice de présence, avec parfois, on a pu même avoir l'identification génétique des individus ours sur les estives. Voilà dans le contexte de cette approche. Les résultats, déjà, c'est qu'on a pu, sous la forme de récits et de narration, retracer l'histoire de chaque estive et de manière assez détaillée. Donc, bon, là, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais ça va être publié dans une revue qui s'appelle People and Nature. Donc, je vous inviterai plus tard à lire ça, et ça sera beaucoup plus complet que mon exposé maintenant. Mais ce qu'on a fait, du coup, c'est vraiment, voilà, on a essayé de tout détailler, tout décrire, qu'est-ce qui s'est passé sur les 30 dernières années. Je vous ai mis l'exemple, par exemple, à gauche de ce qui s'est passé pour les Sidareus synthétisés en un graphique. Donc, ce que vous voyez, c'est en bleu et en vert, avec les noms écrits à droite, c'est les individus ours qui ont été détectés sur ces estives. Donc, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un peu plus d'une dizaine d'ours détectés au total sur cette estive. Donc, c'est ce que les ours qui ont été identifiés génétiquement. Donc, enfin, a priori, il y a eu plus d'ours que cela, mais voilà, c'est ce qu'on a pu identifier. On voit qu'il y a un grand turnover quand même et que chaque ours n'était pas présent au même moment. Ensuite, on voit la courbe noire, c'est la courbe des prédations. Donc là, la conclusion qu'on a pu faire quand même pour les 3 estives, c'est que les prédations, elles ont globalement l'air d'augmenter, mais c'est quand même assez flou. Et surtout, c'est assez sporadique. Donc on a des pics et des creux assez importants. Voilà, il n'y a rien de régulier, il n'y a pas un pattern propre à une augmentation de prédation. Il y a des années avec énormément de prédation et d'autres où il y en a très peu. Et ensuite, on a retracé la mise en place des moyens de protection des éleveurs contre ces prédations-là. Donc là, c'est tous les petits pictogrammes que vous avez. Donc il y a des chiens de protection, appelés patous. Il y a la construction de cabanes, donc qui sont aussi apparentes sur les cartes en bas à droite. Celle de l'estive d'Ariou est bien à droite. Donc voilà, ils ont mis en place des nouvelles cabanes, ce qui permet de rapprocher le berger du troupeau. Ensuite, ils ont fait appel à ce qu'on appelle une brigade d'effarouchement, donc des agents de l'État qui viennent la nuit surveiller le troupeau pour pouvoir les effaroucher. Donc voilà, en fait, on a tout retracé pour chaque estive. Donc plus de détails sera dans l'article, mais les conclusions de ça, c'est que sur les 3 estives, on a bien pu décrire 3 patchs de coexistence qui sont uniques et 3 trajectoires. Et en fait, ce que ça nous montre, c'est qu'au cours de 3 décennies déjà, il y a un processus dynamique et continu de coexistence avec des adaptations et des remises en question. Voilà, une trajectoire qui est propre à chaque territoire, qui va dépendre des individus ours présents, des individus humains. Voilà, donc ça, c'est la première conclusion de ce qu'on a pu appeler les trajectoires de coexistence. Ensuite, la seconde approche, donc là, ça ressemble plus à de la géographie classique dont tout le monde a l'habitude. Donc, c'est vraiment centré sur le spatial et le temporel. On a essayé de cartographier un peu cette coexistence. Donc, pour ce faire, on a utilisé les mêmes sources de données que dans l'approche précédente, sauf que là, on a rajouté un outil incroyable, dont on pourra peut-être parler plus tard, mais qui est le piège photographique. Donc, comme on l'a dit Laura, on en a installé 119 au total. Donc, on a quadrillé chaque estive avec une caméra tous les 400 mètres. Donc voilà, on a essayé de capter tout ce qui se passait. Et dans l'objectif de collecter des données sur le pastoralisme, donc les mouvements du troupeau, et sur la présence des ours. Donc là aussi, ça sera un article scientifique publié dans une revue de géographie. Donc pareil, si vous êtes curieux, il faudra aller se référer à ce papier qui sera bien plus détaillé que ce que je vais vous dire là. Mais pour les principaux résultats, ce qu'on a vu, c'est que sur les 3 estives, au niveau du pastoralisme, donc des mouvements du troupeau, c'était assez stable entre les 3 saisons qu'on a étudiées, donc de 2021 à 2023, puisque l'enquête nous a bien appris que le pastoralisme a des pratiques qui sont en fonction notamment de la ressource fourragère et avec des cycles d'utilisation de certaines zones. Et ça a été globalement stable au cours du temps. Et ensuite, bien sûr, ils se sont adaptés à la présence des ours. Donc, par rapport à la présence des ours, en revanche, ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle n'est pas stable au cours du temps.
Si on regarde les pixels, par exemple, donc la présence, mais j'ai oublié de vous le détailler, mais la présence des brebis, c'est les 3 cartes à gauche en jaune, et la présence des ours, c'est les cartes en bleu à gauche aussi. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que sur la présence des ours, en fait, elle fluctue chaque année. Si on regarde dans le détail chaque pixel, on n'a pas de pattern qui est répété, contrairement à ce qu'on voit juste au-dessus pour les brebis. Et aussi, ce qu'on a remarqué, comme l'a dit Laura, c'est qu'on a été surpris quand même du nombre de nuits avec capture d'ours, enfin capture au piège photo, on les a pas capturés, on s'y est pas amusé, mais on a vu que voilà, ils étaient capturés sur plus de 80% des pièges photos au total, et environ un quart des nuits de la période d'étude. Donc, ce qui est quand même une fréquentation assez importante. Et l'autre détail important qui est aussi visible sur le graphique à droite, c'est qu'on a des nuits avec les détections d'ours sans prédation. Donc sur le graphique à droite, c'est l'évolution du nombre de prédations symbolisé par les barres bleues et l'évolution du nombre de captures d'ours sur les pièges photos par la ligne qui est représentée à droite. Là. Et donc voilà, déjà c'est quand même un détail important. Ensuite là-dessus, nous on n'est pas capable de faire d'hypothèse de est-ce qu'il y a plus de nuits à des courses mais pas de prédation parce que les moyens de protection sont efficaces ou parce que juste les ours sont là pour d'autres choses. Puisqu'en fait, dans cette enquête, on a aussi interrogé un expert de l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui nous a bien expliqué que forcément, les estives, c'est aussi des lieux d'intérêt pour les ours pour d'autres choses que pour les brebis. Ça peut être par exemple des myrtilles, enfin voilà, une ressource alimentaire, des zones de quiétude, des zones de passage stratégiques. Et aussi, il faut bien se rappeler qu'une estive, c'est une petite unité spatiale qui est intégrée à un territoire qui est bien plus large pour l'ours. Donc voilà, très important de noter ça. C'est pour ça que j'ai bien noté les ours traversent les estives, alors que le pastoralisme, lui, il est contraint dans cette estive. Enfin, le contour qu'on a utilisé sur ces cartes, c'est par rapport au fonctionnement du pastoralisme. Ensuite, les cartes qu'on a au milieu, donc là, c'est pareil, je vous ai mis l'exemple d'Aréou, mais on a ça pour nos 3 estives étudiées. C'est la combinaison des 2 cartes de gauche, donc pour essayer de voir s'il y a des zones qui sont fréquentées beaucoup par les brebis et beaucoup par les ours. Donc en gros, des zones de contact. Donc en fait, on n'a pas réussi à mettre en évidence ces zones-là parce qu'elles varient d'une année sur l'autre. Et aussi, on a fait le même travail avec les prédations, donc c'est les petits points noirs sur la carte du milieu. Et pareil, il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est assez difficile de toute manière sur 3 ans de dresser des conclusions sur les prédations ou quoi que ce soit. Mais, voilà. En gros, les conclusions qu'on a de ce chapitre-là de ma thèse, c'est que les ours, en fait, sont bien des acteurs dans la relation de coexistence au même titre que les pastoraux. Donc ça, par plusieurs manières. Déjà par leur présence, qui est quand même assez importante, comme on l'a vu. Et ensuite, parce que leur présence, même si elle est aléatoire et très difficile à prévoir pour les acteurs du pastoralisme, elle est prise en compte dans les stratégies spatiales des bergers et des éleveurs. Donc là, ça fait un peu le lien avec le premier chapitre. Ce qu'on a vu sur le long terme, en fait, on est déjà capable de le détecter même sur 3 ans. En fait, il y a vraiment des choses qui se passent, des interactions d'individu à individu et des adaptations mutuelles. Et tous ces acteurs, donc humains et non humains, contribuent tous à façonner donc ce qu'on a appelé des paysages de coexistence. Voilà. Ensuite, j'ai peur de parler trop longtemps, donc ça tombe bien parce que je suis bientôt à la fin. Dans ma thèse, on va avoir d'autres travaux que je ne vais pas vous détailler maintenant parce qu'en en fait, ils ne sont pas terminés. Donc, j'ai peur de vous donner des conclusions qui ne sont pas encore fiables. Donc, on est en train de traiter tout ça. Mais on va avoir une autre approche qui sera cette fois une approche sensible. Donc là, en fait, cette idée, elle est venue en cours de route pendant le projet puisque en combinant toutes ces sources de données, on a eu certains événements très marquants sur les estives où on était capable de croiser justement différentes données et de vraiment documenter ce qui s'était passé. Donc, par exemple, il y a une nuit où, toujours sur les sites d'Aréou, il y a un ours qui a visité une estive la nuit et qui, sans le vouloir, a fini par faire tomber une grosse partie du troupeau dans une falaise, donc avec beaucoup de brebis qui sont mortes, donc une trentaine. Et en fait, ça, c'est un événement très marquant dans la vie, forcément, des acteurs pastoraux sur les estives. Et ce qui s'est passé, c'est que là, nous, on a eu, par chance, des images de l'ours qui coursait justement une brebis la nuit de cet événement. Et on a aussi, du coup, beaucoup
les entretiens, des choses qui sont revenues dessus. Voilà. Et ensuite, on a les données pareil, de l'OFB au niveau des constats qui ont été faits sur les brebis qui sont décédées, qui sont mortes. Et donc, voilà, en fait, on a plein de petits événements comme ça très marquants qu'on est capable de documenter de manière très fine et en fait, qui donnent aussi une idée de qu'est-ce que c'est que la coexistence d'une manière un peu plus proche de ce qui est vécu. Ensuite, on a un autre projet qui est en cours, donc avec Manon Culos, qui est sur les relations avec les autres espèces. Parce que pareil, ça s'est mis en cours de route. On s'est rendu compte que les caches photos nous permettaient de récolter beaucoup de données sur les ours et sur les brebis, mais aussi sur plein d'autres espèces, donc la faune sauvage et la faune domestique, parce qu'il faut savoir que sur ces estives, sur certaines, il y a aussi d'autres types de bétail qui y vont, donc les chevaux, les vaches, les ânes. Et en fait, on s'est dit que c'était quand même très intéressant parce qu'en fait, une estive, c'est un milieu très riche où beaucoup d'espèces interagissent. Les pièges photos nous ont permis de nous rendre compte un petit peu de ça. Et on s'est dit, en fait, on a étudié la relation avec les ours, mais qu'en est-il des autres espèces qui sont aussi présentes, voire plus présentes que les ours. Donc voilà, ça c'est encore un travail en cours. Donc je ne peux pas vous donner de résultats, mais ça sera intégré dans ma thèse. Donc voilà, vous pouvez pareil vous y référer pour avoir plus d'informations. Et donc la conclusion générale, donc ma question c'était d'essayer de définir ce que c'était que la coexistence par les approches que je vous ai présentées. En fait, la conclusion globale, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment une définition de la coexistence, puisque la coexistence, elle est propre à chaque contexte et à chaque individu. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faudrait retenir de cette thèse, c'est que la coexistence, c'est vraiment un concept qui est très flou et qui est finalement très subjectif, quoi. Donc voilà, toute la thèse va dans ce sens-là, d'essayer de documenter en quoi est-ce que vraiment c'est difficile de définir la coexistence. À cause de cette pluralité de situations. Et aussi, elle est là pour promouvoir justement la considération de ces spécificités, notamment dans les politiques de conservation qui ont tendance à être ce qu'on appelle top-down. Donc, elles sont souvent réfléchies à grande échelle au niveau national, voire européen, pour ensuite s'appliquer sur les territoires. Mais en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les territoires sont eux-mêmes acteurs de ce que c'est que la coexistence. Donc, on est là pour promouvoir un peu quelque chose d'un peu pas spécialement inversé, mais qui est en tout cas des échanges. Et aussi, tout l'enjeu de cette thèse, c'est qu'elle a une démarche quand même qui est assez originale, avec cette échelle micro-locale. Et donc, l'enjeu, c'est de promouvoir une démarche scientifique qui est un peu à contre-courant de la généralisation et de la standardisation. Donc, quand je dis à contre-courant, c'est pour être un peu provocante, mais le but, c'est pas de dire il ne faut que des choses contexte spécifique, pas du tout, puisque la généralisation, elle est très importante et elle a vraiment aussi son intérêt. Mais voilà, c'est un peu pour dire que c'est très bien, mais tout n'est pas toujours généralisable. Parfois, il y a aussi de l'intérêt à un peu rentrer dans les détails et à ce qui se joue vraiment sur les territoires. Voilà, je vous remercie de votre attention et aussi j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, donc que ce soit tous les acteurs du pastoralisme que j'ai pu rencontrer, mais aussi toutes les personnes de là où je travaille, donc l'association Dissonance, le laboratoire Géode, qui ont pu nous aider. Voilà. Alors, je peux arrêter le partage. Merci beaucoup, Alice. J'ai vu qu'il y avait une question de Hubert qui demandait combien il y avait d'ours, mais je ne sais pas à quel moment elle a été posée, donc je ne sais pas à quoi cela réfère. Je ne sais pas si Hubert, votre question a été répondue. Non, c'était au début, tu disais, dans les Pyrénées, il y a 83, mais c'était 83 ou 1083. J'ai pas entendu ça. Alors, c'est bien 83 ours. 83, oui, d'accord, ok, impec. Merci, je suis sourd. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question par rapport au travail d'Alice? Ah bah elle est là, Nathalie. Ok, alors je propose qu'on passe à Agathe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter Agathe Gaffard, qui est depuis janvier coordinatrice d'études scientifiques à l'ANSES à Paris. Agathe est une chercheuse dont le parcours académique et professionnel illustre son engagement et sa passion pour la recherche en biologie et la préservation de notre biodiversité. Donc, elle a d'abord obtenu sa licence en biologie à l'Université de Saint-Beuve à Paris. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir la voir. Excusez-moi, je pense que quelqu'un
c'est Marie Capucine, vous avez votre micro allumé. Ça y est, je l'ai Juste... fermé. Ah, merci. Donc, elle a d'abord obtenu sa licence en biologie à l'université de Saint-Beau à Paris. Et dès sa deuxième année en licence, elle a réalisé un stage de recherche à l'IEES de Paris, où elle a étudié l'effet de la pollution sur les mésanges charbonnières. Ensuite, elle a entrepris un master en biodiversité, écologie et évolution dans la même université. Et son stage de master 1 au parc zoologique de Vincennes l'a amené à étudier le comportement vocal d'une petite grenouille endémique de Madagascar, la Mantella aurantica. En master 2, elle a travaillé sur le busard cendré, un rapace des plaines agricoles au Centre d'études biologiques de Chizé. Et à l'issue de ce stage, elle a obtenu sa thèse de doctorat dans le même centre, sous la direction de Vincent Bretagnol, Jérôme Moreau et Olivier Pays. Donc aujourd'hui, Agathe va vous présenter ce projet de recherche qui s'inscrit dans le contexte de l'intensification de l'agriculture et de l'utilisation des pesticides qui ont entraîné une profonde altération des agroécosystèmes et qui ont provoqué un déclin de la biodiversité, notamment des populations d'oiseaux des champs. Donc, Agathe a évalué les effets indésirables des pesticides sur la santé de la perdrix grise avec des études en captivité et in natura avec du biomonitoring pour obtenir des résultats plus réalistes et plus éthiques, qui est une dimension importante pour Agathe. Donc, je vous laisse découvrir son projet. Merci beaucoup pour la présentation et la parole. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Ok. Merci beaucoup. Je m'appelle Agathe Gaffard et donc je suis la deuxième lauréate de ce prix Jeune chercheur du Jane Goodall Institute. Je vais vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule Survivre en milieu agricole, contamination et effets indésirables des pesticides sur la santé de la faune spécialiste des agroécosystèmes. Alors, tout d'abord, un petit peu de contexte concernant l'intensification de l'agriculture qui a engendré donc une augmentation de l'utilisation des pesticides dans le monde. Vous avez devant vous une carte qui date de 2020 et qui présente donc dans les grands ronds bleus les tonnes de pesticides utilisés par continent. Et dans les petits carrés noirs, vous avez l'augmentation de cette utilisation, enfin le changement de cette utilisation depuis les 20 dernières années. Donc, on peut voir qu'en Amérique du Sud, l'utilisation des pesticides a augmenté de 119%, 98% en Océanie, 7% en Asie, et on est à peu près stable en Europe. Cette stabilité, elle revient à des mesures d'utilisation et de réduction des pesticides en France dans les dernières années. Pour en citer certains, le plan de sortie du glyphosate, par exemple, qui date de 2019, mais qui n'est finalement toujours pas actif, puisque nous utilisons toujours du glyphosate et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. Il y a aussi l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes, qui a eu plusieurs dérogations, mais la dernière a pris fin en janvier 2023, depuis un an. On a donc plusieurs centaines de substances actives qui sont toujours utilisées sur notre territoire européen et donc français. L'utilisation de ces pesticides, elle engendre une contamination ubiquitaire de l'environnement. Il faut savoir que quand on applique un pesticide dans un champ, il y a à peu près 15 à 40% du produit qui va se volatiliser dans l'air. Le reste va s'accumuler dans les plantes ciblées, mais aussi dans le sol et les autres surfaces. On va avoir donc un environnement, des plaines agricoles largement contaminées, et les animaux qui y vivent vont y être exposés. Alors, ils vont y être exposés de manière orale, donc c'est-à-dire à travers leur nourriture, mais aussi leur eau de boisson, mais aussi à travers la respiration, et aussi la peau, les poils, lorsqu'ils vont passer dans un champ. Avant de mettre un pesticide sur le marché, il va y avoir des études standards en toxicologie pour vérifier que le produit n'a pas un effet délétère sur différents compartiments, mais ici on va s'intéresser aux animaux. Je vous présente ici rapidement comment se fait une étude standard en toxicologie. Donc là, j'ai repris un exemple d'oiseau.
on a un groupe traitement, donc c'est un groupe qui va être exposé à un produit, à une molécule, par exemple le tébuconazole ou l'imidacloprid, qui sont des molécules assez connues. On va regarder les effets de ce traitement sur leur santé et on va comparer ça à un groupe dit contrôle, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas été exposés à la substance. En fonction des effets observés à la suite de cette exposition aux pesticides, on décide ou non de mettre le pesticide sur le marché. Par exemple, voilà quelques résultats des effets qui sont observés, des effets des pesticides observés chez les oiseaux issus de tests de toxicologie dits aigus, c'est-à-dire que l'oiseau a été exposé à des substances assez fortes de pesticides. La littérature recense des effets sur les systèmes nerveux et endocriniens à travers, par exemple, une altération du comportement. Un des effets aussi sur le système immunitaire à travers l'accentuation de la sensibilité aux pathogènes et aussi des effets sur la reproduction à travers la qualité des gamètes de l'œuf ou encore de la progéniture si elle a eu la chance de naître. Ces tests de toxicité aiguë, donc ils ont lieu en captivité. Et en général, comme je vous l'ai dit, les animaux sont exposés à une dose aiguë, donc assez forte, et ponctuelle, c'est-à-dire une fois, voire sur quelques jours. Et les animaux sont exposés à une seule molécule à la fois. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans l'environnement, puisque comme je vous l'ai montré quelques diapositives avant, il y a plusieurs molécules de pesticides dans l'environnement, et les animaux y sont exposés sur le long terme. C'est donc dans ce contexte-là que j'ai décidé d'orienter mon projet de recherche, qu'on va résumer d'une manière à dire que j'ai essayé de passer des études expérimentales aux études vers le biomonitoring. Donc le biomonitoring, c'est le suivi de l'espèce dans son milieu naturel. Ces recherches, elles ont commencé donc au Centre d'études biologiques de Chizé et dans la zone atelier Plaine-et-Val de Sèvres. C'est un laboratoire du CNRS qui se situe dans les Deux-Sèvres, au sud de Niort. Et la zone atelier Plaine-et-Val de Sèvres, c'est une grande zone agricole de 250 km² qui nous permet en fait de travailler avec les agriculteurs et d'avoir accès à leurs pratiques agricoles et notamment pour savoir s'ils utilisent des pesticides ou non. Par exemple, ici sur cette carte donc, de cette zone atelier, les parcelles en vert clair sont des parcelles cultivées en agriculture biologique, donc sans intrants chimiques. Et l'idée de mon projet de recherche, c'était donc de regarder où les perdrix grises, en l'occurrence, donc l'oiseau spécialiste des plaines agricoles que j'ai choisi d'étudier, va aller se nourrir. Est-ce qu'il va préférer se nourrir dans des parcelles biologiques, dans des parcelles conventionnelles, donc avec des pesticides, et quelles sont les conséquences sur leur contamination. Alors, je vais vous exposer d'abord un petit peu ce que j'ai réalisé pendant ma thèse, pour vous donner une idée de comment on va suivre des perdrix grises dans leur milieu naturel. Eh bien déjà, on va repérer les compagnies avant la nuit. Puis, quand il va faire nuit, on va capturer les oiseaux au phare. Donc, c'est à peu près l'équivalent de si vous vous mettez devant une voiture qui est en plein phare. Ça vous éblouit, vous fermez les yeux et donc vous ne voyez plus rien. Et c'est le moment où nous, on arrive avec une grande épuisette et on va poser l'épuisette sur l'oiseau et l'attraper. Une fois qu'on l'a dans les mains, on réalise une petite prise de sang dans la veine de l'aile de l'oiseau et on va lui poser un GPS en sac à dos. Donc c'est l'équivalent de votre GPS de voiture, hein, beaucoup plus petit. Ça fonctionne avec des panneaux solaires et ça nous permet de savoir en direct, à peu près, où se trouve l'oiseau, comme des paparazzis. On les suit H24. Ici, vous avez une photo de perdrix grises qui sont équipés donc, de ces petits GPS sur le dos. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne, voilà tous les points que je peux obtenir sur une semaine d'une perdrix, une seule, hein, qui s'est déplacée donc, sur plusieurs parcelles. Et donc en vert clair, ce sont toujours les parcelles cultivées en agriculture biologique. Un exemple d'analyse que j'ai réalisé, c'était de se demander si les perdrix vont préférer se nourrir dans les cultures biologiques ou conventionnelles. Il y a plusieurs hypothèses. On peut se dire qu'elles iront plutôt dans les cultures biologiques parce qu'il y a moins de pesticides. Mais on peut aussi se dire qu'elles iront plus dans les cultures conventionnelles parce qu'il y aurait potentiellement plus de nourriture à disposition en plus grande quantité. Voilà, c'est des hypothèses
thèses qui peuvent ou pas se vérifier. Il y a beaucoup de questions à tester là-dessus et malheureusement, je n'ai pas la réponse à tout. Un petit exemple de mes différentes perdrix équipées. Donc, vous pouvez voir les points violets, donc c'est chaque perdrix, avec les parcelles en biologique. Et le pourcentage que j'ai affiché, c'est le pourcentage d'occupation de la perdrix dans les cultures biologiques. Donc, la première en haut à gauche, elle a passé 25% de son temps dans les parcelles biologiques, à l'inverse des trois dernières qui n'ont absolument pas passé de temps dans les parcelles biologiques et qui, du coup, se sont déplacées dans des parcelles conventionnelles, où donc il y avait des pesticides chimiques d'appliquer. Avec ces observations, j'ai pu, en parallèle, faire avec une de mes collègues à l'Université de Strasbourg des analyses dans le sang des perdrix, donc de la petite prise de sang qu'on a réalisée lors de sa capture, pour regarder à quel point elles étaient contaminées. Eh bien, les perdrix étaient contaminés d'environ 13 herbicides, 23 fongicides et 14 insecticides. Par oiseau, on avait en moyenne 12 pesticides différents dans leur sang. Et pour chacune, c'était un mélange de pesticides unique, c'est-à-dire qu'une perdrix avait 4 molécules de ce type-là, une autre en avait 7 de ce type-là, et ainsi de suite. Aucune perdrix n'était contaminée exactement de la même façon. Ceci étant dit, j'ai voulu voir s'il y avait, par exemple, un lien entre les zones de nourrissage de la perdrix, donc est-ce qu'elles se nourrissent en bio ou en conventionnel, et quel lien avec leur nombre de molécules dans le sang. Donc vous avez ici, à l'axe vertical, le nombre de pesticides par oiseau, et sur l'axe horizontal, c'est le pourcentage de fréquentation de parcelles en conventionnel pour les perdrix. Donc, à gauche de l'axe, c'est plutôt des perdrix qui sont nourris surtout dans les parcelles biologiques. Et sur la droite de l'axe, ce sont plutôt les perdrix qui sont nourris dans les parcelles traitées aux pesticides, donc conventionnelles. Et j'ai une tendance qui ne se voit pas beaucoup sur ce graphe, mais si vous voulez bien me croire, une tendance qui montre que plus la perdrix va se nourrir dans les parcelles d'agriculture conventionnelle, plus elle aura de pesticides dans le sang. Et c'est aussi un résultat qui a été retrouvé sur la même zone, mais cette fois chez le busard cendré, qui est un rapace spécialiste des plaines agricoles. Un travail réalisé par ma collègue Elva Fuentes et dont le travail vient d'être publié dans Science of the Total Environment, où elle aussi, elle a montré que les poussins de busard cendré qui étaient nés dans des cultures conventionnelles avaient plus de pesticides dans le sang que les poussins nés dans des parcelles biologiques. À l'issue de ces résultats, j'ai plusieurs perspectives de recherche. Tout d'abord, dans le cadre de mon travail actuel à l'ANSES, ce serait plutôt de généraliser le biomonitoring, donc le suivi de plusieurs espèces, autant des oiseaux que des mammifères, que des reptiles ou des amphibiens, sur le territoire, donc à l'échelle nationale, et d'utiliser ces animaux comme indicateurs de la contamination et de la santé de la faune sauvage des agroécosystèmes. Donc ça inclut d'équiper de GPS plusieurs espèces et de faire des prélèvements réguliers de sang, donc en les capturant, pour regarder un petit peu les effets sur leur santé, mais aussi regarder s'ils arrivent à se reproduire, etc. Une autre perspective de recherche, c'est de voir si l'agriculture biologique pourrait être un levier d'atténuation contre la contamination des pesticides. Et une question que je me pose actuellement, c'est par exemple, à partir de quelle surface de culture biologique disponible on peut observer une atténuation de la contamination des effets, de la contamination des pesticides et des effets sur la santé des oiseaux. Voilà, merci à tous pour votre attention et puis surtout merci au Jane Goodall Institute pour ce prix qui me fait très plaisir, me rend très fière et permet de valoriser mes recherches. Et enfin, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, m'ont soutenue et m'encouragent dans mes recherches, et notamment le Centre d'études biologiques de Chizé avec qui j'ai passé des super années à démarrer ces recherches. Et voilà. Est-ce que quelqu'un aurait des questions pour Agathe?
ce projet passionnant. Ouais, j'ai une question, s'il vous plaît. Pour l'histoire des busards, des poussins, je comprends bien le lien entre ils sont nés à tel endroit et ils ont été nourris de telle chose. Ça se passe au même moment, c'est sur une même période de temps courte, ils sont nourris et ils sont intoxiqués ou pas. Pour les perdrix, j'ai du mal à comprendre le grave parce que j'ai le sentiment que la contamination peut être due à ce qui s'est passé l'année précédente, par exemple. Et donc, quand on met en relation pour une même période le niveau de contamination et l'endroit où ils mangent, est-ce qu'on n'est pas impacté par ce qui s'est passé l'année précédente? Et si on le prenait en compte, est-ce qu'éventuellement la relation ne serait pas plus visible que le nuage qui n'était pas complètement probant? Point d'interrogation. Merci pour votre question. Alors oui, totalement. En fait, ce qui a été un petit peu compliqué avec cette étude-là, c'est que la prise de sang a été réalisée au moment où on a posé le GPS. Donc, en effet, les déplacements des perdrix ne sont pas temporellement corrélés à la Hmm. contamination. C'est en effet une remarque qu'on s'est fait. Après, il faut savoir que la perdrix grise, c'est un oiseau extrêmement sédentaire, non migrateur, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas à l'année. Il reste sur 3, 4 parcelles agricoles différentes. En fait, j'ai même des perdrix que j'ai suivis pendant plusieurs années, donc ça m'a permis de vérifier ça. Ce qui veut donc dire que, évidemment, leur contamination va varier en fonction des traitements phytosanitaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un pic de contamination d'un herbicide quelques jours après son application, par exemple. C'est pas forcément ce qu'on a essayé de corréler ici. Ici, en fait, on est resté assez général sur des parcelles qui sont non traitées, du moins avec des intrants chimiques, et des parcelles qui sont traitées régulièrement, et est-ce que ça a un impact sur la contamination? Et pour répondre à votre question, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est recapturer régulièrement les oiseaux pour leur refaire Mhm. une prise de sang et faire un suivi. C'est une idée et c'est une possibilité, mais voilà, ça implique de recapturer l'oiseau. C'est quand même une grosse dose de stress pour eux. Donc, Ouais. dans ce cadre-là, on ne l'a pas fait. Mais par exemple, sur des plus gros animaux, ce serait possible. Typiquement, des chevreuils, enfin, voilà, des plus gros Mhm. mammifères qui peuvent tolérer une capture, enfin plusieurs captures dans l'année. Pour la perdrix grise, c'est quand même un petit peu compliqué, surtout que c'est quand même un oiseau fragile qui n'est pas dans un bon état de densité de population, donc on évite non plus Mhm. de trop intervenir. Et sur les poussins de perdrix, ce serait possible ou pas? Alors oui, ce serait possible, mais un nid de perdrix grise, c'est extrêmement difficile à trouver. Mhm. Et donc, j'ai essayé de le faire. Grâce au GPS, en fait, en équipant les femelles de GPS, j'ai pu trouver leur nid. Mais en fait, si les populations de perdrix gris sont autant en déclin actuellement, c'est parce que elles ont extrêmement de mal à se reproduire. Ouais. Et qu'en fait, trouver un nid de perdrix entre les fauches, les moissons, le dérangement dans les chemins, j'en ai trouvé 4, 5 et ça permet pas pour l'instant d'avoir suffisamment de données pour faire des statistiques. Ok, compris. Merci beaucoup. Merci. Je peux y aller? Merci, je demande la parole. Oui, vous avez fait une catégorisation des parcelles en deux simplement, donc biologique et conventionnelle. Est-ce qu'il est possible de plutôt les caractériser par leur niveau, on peut dire, de contamination, étant donné que les biologiques sont un petit peu contaminés quand même par les voisins? Alors c'est plus compliqué, il y a tout un gradient effectivement, mais est-ce qu'il serait possible de corréler finalement à ce moment-là la contamination des animaux et le niveau de contamination des parcelles, voilà, en affinant par le niveau, ce niveau effectivement très différent d'une parcelle à l'autre. Alors oui, ce serait possible dans le sens où en fait on a l'historique des parcelles grâce donc à ce système de zone atelier. Les agriculteurs nous fournissent chaque année les pesticides qu'ils ont appliqués dans leurs parcelles, qu'ils soient en bio ou en conventionnel. Donc on peut avoir accès à ces questionnaires
Et donc, c'est aussi un projet de déterminer un petit peu, en fait, l'idéal, ce serait vraiment de voir si quand un agriculteur traite avec tel pesticide, est-ce qu'on le retrouve rapidement après dans les individus. Ça implique du coup beaucoup de travail déjà de communication avec les agriculteurs, de leur accord et de capturer l'individu dans un temps assez proche. Mais en tout cas, pour ce qui est de faire un gradient de contamination des parcelles, oui, c'est possible en essayant de noter, on va dire, par exemple, on pourrait noter le nombre de pesticides appliqués par an, euh, la toxicité de ce pesticide aussi. Voilà, c'est des choses qui sont possibles à faire dans le cadre de cette zone atelier. D'accord, ouais, merci. Et une idée comme ça, est-ce qu'on pourrait envisager d'utiliser un végétal, par exemple, comme étant un indicateur d'accumulation? On Est-ce qu'on pourrait. pourrait caractériser une parcelle par un échantillonnage de... aucune idée du végétal à utiliser? Alors, moi, je ne serais pas forcément allée sur le végétal, mais sur les insectes, parce Oui. que c'est ce qui est fait, et en plus, c'est une partie du régime alimentaire de la perdrix. Et c'est aussi fait, en fait, sur cette zone atelier. Donc, bah, je vous ai parlé des travaux de ma collègue sur le busard cendré. On a aussi des collègues qui travaillent sur la contamination des insectes, des pollinisateurs notamment. Donc, c'est des travaux qui sont en cours et qui vont sortir. Donc, voilà, faut suivre l'actualité de l'équipe Résilience au Centre d'études biologiques de Chizé. Ils sortent des papiers très régulièrement et, euh, et voilà, je pense que on pourra mettre tout ça en lien, mais voilà, ça demande énormément de mobilisation de personnes, de financement et du coup, bah, tout prend du temps. Je reviens sur l'histoire du végétal parce que si on prend l'insecte, il y a une partie qui va disparaître parce qu'il va être tué par les biocides. Donc, je pensais plus utiliser un végétal qui est persistant et qui serait un marqueur de l'accumulation sur les 2, 3 dernières années. Alors, Agathe, je Alors, vais vous laisser ouais. répondre, mais juste, je me permets Bon, j'arrête, je me tais. d'intervenir. Les questions sont passionnantes, c'est toujours passionnant, évidemment. C'est juste le temps tourne et je voudrais être sûre que nos trois lauréates aient le temps de s'exprimer. Mais par contre, je pourrais vous mettre en contact après avec grand plaisir si ça vous convient. Pas de souci. Je réponds Merci. juste rapidement. Bon, je suis pas spécialiste de biologie végétale, mais déjà, je pense qu'il y a une limite, c'est l'accumulation, je pense, dans une plante n'est pas la même que dans les animaux. Ça va être vraiment différent en termes de matrice. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse corréler. Euh, et puis voilà, quelle plante, je ne sais pas à quel point on dose dans une plante, je sais qu'on dose dans les graines. Voilà, là j'avoue que je suis pas spécialiste végétale, Euh, donc, euh, donc j'ai moins d'idées. Merci beaucoup. Euh, alors, on va terminer la soirée avec notre dernière lauréate. Alors, je vais vous présenter Nathalie Senro. Elle est aujourd'hui chef de service en formation statutaire et diplômante à l'École nationale des services vétérinaires. Et ayant un lien fort avec la biodiversité tant dans sa vie professionnelle que personnelle, notamment avec une formation en tant que vétérinaire équin, elle s'est trouvée une nouvelle passion pour la protection de l'environnement marin et plus particulièrement les mammifères marins après s'être documenté sur la maltraitance que les humains leur faisaient subir sous différentes formes. Donc, en tant que fervente défenseuse du droit comme arme pour la protection environnementale, elle est convaincue que la science, couplée à la législation, est le meilleur moyen de communiquer au grand public tout en agissant tangiblement contre les actions anthropiques qui attaquent la faune sauvage. Nathalie vous présentera donc sa recherche qui s'inscrit dans le cadre de son mémoire pour l'obtention de son diplôme universitaire en droit animalier à l'Université de Toulon. Elle y a exploré de manière bibliographique toutes les atteintes causées aux mammifères marins en démontrant comment le droit pouvait exercer une influence fondamentale sur leur protection. Alors, en argumentant sur leurs capacités cognitives et sensibles, mais aussi sur leur rôle dans l'écosystème, elle appelle les politiques nationales et internationales à entreprendre des mesures législatives pour que l'homme arrête d'empiéter sur le territoire de ces animaux et limite, voire suspend toute activité toxique.
Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie et on terminera avec des questions du public comme tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup. Je pense que Kanto a tout dit. Non, moi, je voulais remercier pour le prix parce que je suis ma recherche qui est beaucoup plus humble que mes deux autres collègues est jeune, mais moi, je suis pas si jeune que ça. Donc, quand j'ai reçu le mail au départ, j'ai même demandé à Galit si j'avais le droit de candidater vu mon âge. Voilà. Donc, je vais vous partager humblement le travail de mes recherches. Alors, si j'y arrive bien, on doit être comme ça. Moi, j'ai travaillé pendant 5 mois pour obtenir ce DU, alors en dehors de mon travail, hein, parce que j'étais toujours en poste, donc j'ai travaillé les soirs et les week-ends sur ce mémoire. J'ai fait un DU de droit animalier parce que dans mes fonctions, j'encadre la formation en droit des fonctionnaires et je trouvais ça important pour moi de me reformer pour être compétente à les former moi-même. Pourquoi j'ai choisi le sujet des mammifères marins? Donc le titre de mon mémoire, ça s'appelait Le traitement par le droit des atteintes aux mammifères marins dues aux activités humaines. En général, quand on pense aux mammifères marins, donc toutes classes confondues, hein, il y aura des rorquals, des baleines, c'est pas. J'ai traité tous les mammifères marins dans mon mémoire. On a plutôt cette idée-là des mammifères marins. Et un jour, je suis tombée sur cette photo pendant que je faisais mon DU. Je n'avais pas encore choisi mon mémoire. Donc, c'est un bateau qui rentre au port avec un rorqual commun accroché sur sa proue. Et en fait, quand on fait ça, on n'est pas responsable, en gros, juridiquement parlant, puisqu'on parle de droit. Donc, ça m'a interrogée. Et puis, du coup, j'ai un petit peu fouillé parce qu'on s'intéressait pas mal avec mes enfants mammifères marins. J'ai trouvé aussi une autre photo. C'est un rorqual aussi qui a été percuté par un bateau. Donc, on voit bien que sa colonne vertébrale, elle est atteinte. Et ce rorqual est mort de faim puisqu'il ne pouvait plus plonger pour se nourrir. Et, et on a plutôt envie de les voir comme ça, les mammifères marins. Donc, comme il fallait que je trouve un sujet pour ce DU, et ben, je me suis dit que j'allais étudier comment le droit positif doit s'adapter pour permettre la protection des mammifères marins en tant qu'individus. Donc, je vous explique pourquoi ce terme individu. En fait, en droit, la faune sauvage n'est jamais reconnue dans son entièreté d'individu, mais uniquement en tant qu'espèce. Donc, dans ce mémoire, comme l'a dit Kanto tout à l'heure, elle a bien expliqué presque tout. En fait, un mémoire de droit, ça se construit en deux parties. Donc, dans ma première partie, je me suis attachée à mettre en évidence tous les actes qui étaient causés aux mammifères marins, que ce soit par des actions directes des humains, c'est-à-dire la chasse, les collisions avec les bateaux, le fait d'avoir des prises accessoires lors de la pêche. Et en fait, je me suis attachée à chaque fois à interroger le droit par le prisme de la science et voir comment le droit pouvait traiter ça ou, au bout du compte, ne pas le traiter. Donc, par exemple, pour la chasse, eh ben, il y a une convention baleinière qui a été faite en 1946, mais ce qu'on peut voir dans les limites de ce droit, c'est que bon, elle a été créée non pas pour sauver les baleines, mais en fait pour éviter qu'il y ait une chasse trop intensive et pour qu'en fait on ait toujours des stocks pour continuer à les chasser. Et en plus, ce texte-là ne définissait à l'époque pas le mot baleine et en fait n'avait pas de réelle contrainte au terme juridique du terme. Bon, le Japon a quitté depuis la Convention baleinière, mais à l'époque l'avait signée et avait de toute façon toujours continué à chasser la baleine sous prétexte de chasse scientifique qui n'était absolument pas de la chasse scientifique. Il avait toujours continué. Et bien que l'Australie ait fait un recours contre le Japon, il n'y avait jamais eu de réelles contraintes puisque ces textes-là n'ont pas de contraintes au sens juridique. Donc, dans cette première partie, j'ai traité ça et j'ai aussi traité toutes les atteintes indirectes sur les mammifères marins. Et là, en fait, ce que je me suis attachée à faire, c'est à mettre en corrélation
tout ce que nous, en tant qu'humains, on faisait dans les océans qui perturbait les mammifères marins en m'appuyant. Donc moi, j'ai pas fait de recherche, je suis pas allée observer les mammifères marins, mais je me suis basée sur des recherches qui permettaient justement d'expliquer que le bruit, la pollution des plastiques, la destruction de leurs habitats ou le réchauffement climatique avaient des atteintes parfois létales sur les mammifères marins. Et à chaque fois, j'ai essayé de rechercher comment le droit traitait cela ou pouvait le traiter. Donc ça, c'était toute la première partie du mémoire, c'était ça. Et on peut s'apercevoir, que ce sont, quand on lit les études des animaux, quels que soient les mammifères marins, tous extrêmement intelligents, parfois même plus intelligents, qui ont des capacités cognitives supérieures à celles de l'homme, hein. On a toujours l'impression d'être au-dessus du lot, mais pas du tout. Et par exemple, juste le bruit des bateaux qui viennent même juste regarder les mammifères marins, on s'est aperçu que ça les perturbait. Donc du coup, les orques, par exemple, elles arrêtent de chasser ou de se reproduire. Les plastiques, bon, vous avez tous déjà vu les photos des animaux qui échouent sur les plages avec les ventres gorgés de plastique. Et en fait, voilà, toute cette interrogation, c'était comment le droit peut-il réussir à faire quelque chose pour résoudre ces problèmes-là et faire qu'on arrête d'empiéter sur leur territoire et de les détruire à petit feu. Dans cette première partie, je me suis aussi attachée à voir si les services rendus écosystémiques par les mammifères marins pour la planète, puisqu'en droit en général, ce qu'on nous oppose quand on demande des droits pour les animaux, c'est en échange des droits, il faut des devoirs. Donc j'ai essayé de mettre en valeur tout ce que faisaient les mammifères marins pour l'écosystème. Et sans être alarmiste, ils ont un rôle primordial puisqu'il y a quand même une grande partie de l'oxygène qui est capté par les mammifères, par les océans. Et si les mammifères marins ne font pas leur travail au niveau de toute la chaîne alimentaire dans les océans, eh ben, les océans n'arrivent plus à capter le carbone. Et voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le réchauffement climatique, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, mais on sait tous qu'aujourd'hui, la captation du carbone est quand même une priorité. Dans la deuxième partie, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est les textes qui existent, mais qui en fait ne protègent pas en tant qu'individu, mais uniquement en tant qu'espèce. Et cependant, il y a des choses intéressantes et il y a de l'espoir et des voies par lesquelles on pourrait rentrer pour réussir à protéger les mammifères marins. En général, la faune sauvage, elle est protégée par de nombreuses chartes et conventions parce qu'on protège l'environnement et en protégeant l'environnement, on arrive quand même à leur amener un confort de vie et à les protéger de manière collective. Il y a des textes qui ont été très utiles. Par exemple, la Convention de Rio, qui les sanctions ne seront pas pénales mais seront diplomatiques, mais on peut quand même s'apercevoir que ça aide quand même à les protéger. On a par exemple des zones Natura 2000 qui ont été créées, et ça c'est grâce à une charte, et dans ces zones-là, on s'aperçoit quand même si ce n'est pas parfait, qu'il se passe des choses, et on pourrait utiliser ces chartes et ces conventions en les rendant plus, plus approfondies, et comme elles sont contraignantes, ça pourrait être quand même quelque chose d'utile et un outil intéressant pour permettre de protéger les mammifères marins. Je me suis aussi interrogée sur ce qui se passait au niveau du droit national. Et en fait, le droit national en France, le code qui protège les mammifères marins, ce serait le code de l'environnement. Le code rural et de la pêche maritime, il s'adresse principalement aux animaux domestiques et notamment aussi à l'aquaculture. Mais pour tout ce qui est faune sauvage, c'est au niveau du code de l'environnement qu'on les retrouve. Et en fait, ce qui interroge aujourd'hui, c'est que pour les animaux domestiques, le code rural, le code civil et donc le code pénal reconnaissent une sensibilité aux animaux. Alors, ils les ont laissés classer dans les biens, hein, ce n'est pas encore optimal, mais au moins on leur reconnaît une sensibilité. Tandis que pour tout ce qui est faune sauvage libre, j'entends, parce que faune sauvage captive, ça rentre dans une autre catégorie juridique, aujourd'hui, il n'y a aucun code au niveau national qui ne reconnaît la sensibilité de ces animaux-là. Donc j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose à interroger
et je ne suis pas du tout la seule, il y a beaucoup de juristes qui demandent un changement de ce statut-là et qui demandent que la faune sauvage ait elle aussi la reconnaissance de sa sensibilité et que l'on puisse se servir du Code de l'environnement pour changer les choses. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, en août l'année dernière, il y a les requins et une sorte de tortue marine qui ont été intégrés dans le Code de l'environnement comme des animaux sensibles avec une personnalité juridique et qui donc du coup sont protégés en tant que tels. C'est-à-dire que si jamais il y a atteinte à ces espèces-là, il y a des associations de protection de l'environnement, donc il faut que l'association elle soit reconnue d'utilité publique et qui peuvent se retourner contre les gens qui ont atteint ces, ces animaux-là. Puisque là, on n'est pas dans les mammifères marins, mais on pourrait le transmettre sur les mammifères marins. Donc voilà, je trouvais ça, j'ai interrogé cette partie-là aussi du droit. Et, du coup, à la fin de mon mémoire, mon encadrante, que je remercie maintenant, Madame Regard, m'a dit, allez, va au bout. Et donc, j'ai fait une proposition de loi. Alors, je ne vous l'ai pas écrite en entier parce que c'est pas le sujet, puis ça va vous assommer. Mais en fait, c'est juste deux pages où je propose que les mammifères marins, donc déjà, est une définition stricte, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, en droit, quand au départ, on n'a pas défini, ça peut être compliqué. La convention baleinière, on n'avait pas défini ce que c'était que les baleines. Bon, après, ça a pu aider parce que du coup, on a pu défendre les orques à un moment donné avec cette convention-là, mais c'est quand même plus simple quand on définit correctement ce qu'on protège, qu'ils aient accès à des droits fondamentaux, hein. Donc, les droits fondamentaux, c'est juste le droit de vivre, de ne pas souffrir et d'avoir le droit de manger. C'est pas non plus voilà, faut pas croire qu'on leur accorderait le droit de vote, hein, on ne demande pas ça. Et donc, c'était de légiférer aussi au niveau des transports maritimes, des activités de pêche et des atteintes par la pollution des océans, parce que, à mon propre regard personnel, je pense qu'il faudrait être plus dur sur ça et sur la façon de réparer, puisque c'est pas forcément les sanctions financières qui seraient utiles, puisque c'est pas ça qui va ramener la vie aux mammifères qu'on aura détruits. Voilà, c'était l'idée de ce mémoire, c'était ça. Et je vais finir par une phrase, parce que j'ai été trop longue, qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup. C'est le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination, c'est de Jean Giraudoux. Parce que en découvrant le droit modestement, hein, je suis pas juriste, je suis vétérinaire, je trouve que c'est un outil qui peut être très puissant et qui peut permettre de protéger ces individus. Et il y a plein de choses à faire et il faut qu'on agisse vite, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du changement du droit pour réussir à faire quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Merci beaucoup, Nathalie. On va laisser les questions, s'il y en a. C'était tellement clair. Bah, Peut-être, pardon. non, non, j'allais dire, je pense que oui, tout le monde a compris l'idée de la recherche. Jean-François, tu nous ferais l'honneur de tes conclusions si fameuses? J'attends là encore qu'on me donne la parole. Merci, Galit. Merci aux présentatrices. Et puis, donc, merci à nos trois lauréates. C'était extrêmement dense, hein. Ça va être difficile de conclure. Avec trois sujets bon, qui ont en commun, bien sûr, l'investissement hein, de chacune des chercheuses, ça c'est clair. Un investissement, on sent effectivement que le sujet vous tient à cœur et tient au corps, hein, ça c'est clair. Et ils m'ont touché aussi parce que, alors pour trois raisons différentes. Pour Alice, c'est parce que bon, j'étais prof de zootechnie et je me suis investi dans le chien de protection pendant que j'étais en activité à Alfort. Donc, je connais un peu le suivi du pastoralisme et puis les difficultés que ça représente pour les acteurs locaux. Euh,
Pour Agathe, c'est vraiment en tant que naturaliste que j'étais touché parce que moi aussi, quand je regarde les oiseaux dans les plaines, je trouve qu'il y en a quand même moins qu'auparavant et j'ai du recul, malheureusement. Et quant à Nathalie, c'est intéressant quand même de voir une consoeur qui a opté effectivement pour ce type de travail qui est extrêmement original et qui me touche forcément parce que dans les centres de soins, eh bien, on essaie de sauver les individus, mais en pensant aussi à la protection de l'espèce. Donc voilà, j'ai été forcément au diapason avec vos trois sujets de recherche. Alors, ce que je retiens, je vais dire un mot quand même pour chacune. La coexistence, alors c'est extraordinairement compliqué. En effet, j'ai noté que c'était un nœud de relation interspécifique extrêmement difficile à dénouer. Alors, interspécifique, j'intègre l'humain, bien entendu, dedans, hein, pas uniquement d'interaction animale-non humain. Extrêmement difficile à dénouer. J'espère que ce type de travail permettra d'amener, comment dire, un petit peu de raison et d'objectivité dans les réflexions des parties en présence et qui malheureusement ont une approche le plus souvent simpliste en choisissant ce qui les arrange pour leur argumentaire et qui bon, sont encore loin effectivement de pouvoir s'entendre, mais des travaux comme les vôtres, c'est clair, sur la durée, on peut espérer qu'ils apporteront de l'eau au moulin de ceux qui veulent faire la synthèse et rapprocher les gens et les intérêts qui sont pour l'instant divergents. En matière d'oiseaux de plaine et de biocides, c'est vrai que ces travaux de terrain sont quand même toujours extrêmement compliqués à mettre en place, hein. Déjà, rien que capturer effectivement un animal sauvage. Et après tout, bon, j'essaierai aussi de faire des captures de perdrix maintenant avec les pleins phares sur la route. Je verrai si ça marche. Mais non, mais c'est compliqué d'un bout à l'autre, ce type de travail. Tout est difficile et tout oblige à faire preuve d'imagination souvent et d'innovation technique parfois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail aussi qui me touche parce que, bon, moi j'ai fait aussi du travail de terrain, mais avec des animaux domestiques à l'époque. Et même des animaux domestiques, c'est compliqué effectivement quand on va les chercher chez eux. Voilà. Donc, il faut effectivement rendre hommage à ce type d'approche, mais qui est très, très prometteuse dans la mesure où ben, le terrain doit parler, hein, il va de soi. Donc, c'est pas en laboratoire qu'on trouve les clés à ce genre de problème. Il faut aller effectivement voir où sont les objets. Et puis alors, le droit animalier, alors ça, effectivement, pour les mammifères marins, c'est vraiment très original, hein. Alors, c'est vrai quand même qu'on parle de plus en plus de droit animalier, c'est drôlement intéressant parce que on a vu quand même certaines de nos grandes associations de protection de la nature qui ont eu des succès devant les tribunaux en sachant utiliser le droit animalier tel qu'il existait. Il n'est pas encore assez fouillé, il va pas encore assez loin pour la protection notamment des individus, mais quand même, on voit que c'est un levier extrêmement puissant. Et alors, j'ai bien retenu effectivement le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Ça, alors là, ouais, ouais, ça, je vais le retenir. C'est vrai que ce sont des terrains, des chemins à creuser. Et là, votre approche, effectivement, pour euh, sortir un petit peu de cet oubli, en somme, sur les mammifères marins, même si on en parle tout le temps, mais en fait, on ne les protège pas tellement bien. Là, effectivement, c'est une voie sans doute qui est fructueuse pour l'avenir de ces sujets-là. Et puis surtout, reconnaître bien sûr que comme tous les autres animaux, domestiques ou sauvages, ils souffrent et c'est pas la souffrance n'est pas quelque chose de naturel, c'est une chose finalement qui doit nous effrayer, nous être insupportable lorsqu'on en est responsable. Voilà, parce que l'humain est souvent responsable de ce qui arrive de douloureux à la faune sauvage. Et dans les centres de soins, là encore, on le mesure tous les jours, malheureusement. Voilà, merci infiniment. C'était vraiment un très, très bon moment à passer avec vous et avec l'équipe de Djihad. Merci à tous, félicitations et bonne fin de soirée.